À la fin des années 1930, la marine impériale japonaise a atteint la hauteur de sa confiance en soi. Leur amiral et les stratèges étaient convaincus qu'ils avaient les marins les plus disciplinés, les pilotes les plus audacieux et le porte-avions le plus redoutable jamais vu au monde. Sa doctrine militaire a évalué la vitesse, la précision et, surtout, l'élément surprise. Une attaque fulminante, effectuée avec un implacable rapidement, serait en mesure d'écraser tout adversaire avant que ses défenses puissent être organisées. Pour le haut commandement japonais, ils étaient les héritiers d'une ancienne tradition guerrière et les gardiens d'un empire industriel moderne, prêt à maîtriser le Pacifique à la main de fer. La victoire, à son avis, ne dépendait pas de l'inconnu mais de l'esprit indomptable, de la discipline incassable et de l'initiative audacieuse de ses combattants. À cette époque, le vaste océan Pacifique était un conseil d'administration où la vision stratégique a dicté la survie. Ceux qui ont vu d'abord auraient une chance de frapper en premier. Les avions de reconnaissance de confiance à l'aveugle de l'intelligence navale japonaise, des croiseurs rapides et un réseau d'observateurs se sont répandus sur des articles avancés sur les îles éloignées. Ces coureurs ont été formés pour parcourir d'immenses distances sur les mers infinies, revenant avec des informations cruciales qui ont guidé les amiraux dans leurs manœuvres. Pour eux, cette méthode était infaillible, et les succès initiaux en Chine et au Pacifique n'ont fait que renforcer la croyance que les yeux humains ne sont pas suffisants par la discipline suffisante pour contrôler les océans. Pendant ce temps, les officiers américains ressemblaient aux Japonais maladroits, en fonction de plus de production industrielle massive qu'à une forte pensée tactique. Les Japonais ont insisté sur le fait que leur véritable atout était l'esprit guerrier, l'essence du Bushido, où le courage et le sacrifice pouvaient tourner le jeu dans n'importe quelle bataille. L'idée que la technologie invisible et silencieuse pourrait révolutionner la détection en mer n'a tout simplement pas été prise au sérieux dans les milieux navals de Tokyo. Pour eux, le Pacifique était toujours un champ de bataille où les pilotes intrépides et les observateurs vigilants ont décidé du sort des guerres. Ce qui a réalisé, c'est que, au milieu des années 1930, des rumeurs sur un étrange dispositif de vision radio circulaient entre les scientifiques en Europe et les États-Unis. Les rapports de la Grande-Bretagne ont parlé d'expériences capables de détecter des avions à de grandes distances en utilisant des ondes invisibles. Aux États-Unis, des chercheurs civils et des ingénieurs militaires ont commencé à voir la possibilité d'installer ces appareils sur les navires ou le long de la côte. Pour l'armée japonaise, cependant, cette nouvelle ressemblait à de la science-fiction. Sa foi dans les méthodes de reconnaissance traditionnelles est restée inébranlable. Même si de telles machines existaient, imaginait-elle, elles seraient trop lourdes, peu fiables et peu pratiques dans la chaleur de la bataille. Dans les jeux de guerre fabriqués par les Japonais, les planificateurs emballés et le porte-avions ont glissé sur des océans en papier dans des manœuvres méticuleusement calculées. Ces exercices souvent simulés avec des miniatures ont souligné les attaques de surface contre les bases américaines, telles que Pearl Harbor ou Garrison sur les îles stratégiques. La victoire passait toujours par la dissimulation, l'erreur et le coup écrasant. Derrière toutes ces simulations, il y avait une prémisse, l'ennemi resterait aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aucun plan n'a considéré la possibilité que les navires américains puissent détecter les escouades s'approchant bien au-delà de l'horizon, bien avant qu'un observateur ne voie un point dans le ciel. Dans la culture militaire japonaise, il y avait aussi un certain mépris pour une dépendance excessive des machines. La détermination humaine était valorisée au-dessus de tout artefact technologique. Cet état d'esprit n'était pas exclusif au Japon, de nombreux marines ont initialement sous-estimé le potentiel du radar. Mais à Tokyo, l'accent culturel sur l'esprit. À propos des circuits a créé une cécité stratégique. Alors que les scientifiques américains ont travaillé tranquillement pour améliorer le radar, les officiers japonais ont redouté leur pari sur l'idée que le courage, la résistance et la formation surmonteraient toujours toute invention mécanique. Cette confiance n'était pas totalement infondée. Dans les premières années du conflit, les aviars japonais ont surpris le monde avec leurs compétences dans les attaques de foudre et leur capacité à surmonter les adversaires plus lourds. Les combattants héros, agiles et rapides sont devenus des symboles de supériorité aérienne. Ces opérations de porte-avions étaient précises et dévastatrices. Mais derrière ces triomphes se trouvait une hypothèse dangereuse, le champ de bataille était toujours visible et prévisible. L'idée qu'une main invisible pouvait guider les défenseurs à des kilomètres de là ne faisait tout simplement pas partie de leur vision de la guerre. Les jeunes pilotes, debout sur le pont du vol à la fin des années 1930, ont été formés pour faire confiance à leur propre sens. Ils ont appris à naviguer dans de longues distances à travers les étoiles et l'instinct, croyant que la domination de la nature et le contrôle de l'esprit leur ont donné un avantage inégalé. L'idée que les signes invisibles pourraient les trahir semblait presque surnaturelle, une distorsion de l'ordre naturel de la guerre dans la mer. Pour eux, le paradis était un vide infini et l'océan,
un abîme sans limite. Comme ils pouvaient surmonter leurs adversaires en compétence et en ruse, la victoire semblait garantie. À l'approche de la tempête de guerre, le Japon est entré dans le conflit avec un profond sentiment de supériorité. Sa foi reposait à vitesse, surprise et facteur humain. Ils ne comprenaient toujours pas que leur ennemi dominait déjà une forme de vision au-delà des limites humaines, une méthode pour voir l'invisible, pénétrant la nuit et les nuages, révélant des flottes bien avant d'attaquer. La scène a été montée pour un choc non seulement des armées, mais des visions du monde, l'une ancrée dans les traditions des guerriers, l'autre embrassant un avenir où les machines étendaient la perception humaine au-delà de l'imaginable. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, une révolution silencieuse a pris forme dans les laboratoires, les stations côtières et les ateliers navals américains. L'histoire du radar aux États-Unis n'a pas commencé par des amiraux ou des généraux, mais avec des physiciens et des ingénieurs fascinés par les propriétés mystérieuses des ondes radio. Déjà dans les années 1920, les chercheurs avaient observé que les signes radio pouvaient ricocher sur les objets, revenant comme échos qui indiquaient la présence de matière solide. Pour certains, c'était une simple curiosité. Pour d'autres, la clé pour résoudre l'un des plus anciens problèmes de la guerre, comment voir l'ennemi avant qu'il ne le fasse. Jusqu'au milieu des années 1930, l'armée américaine a commencé à réaliser le potentiel de cette technologie. Avec des tensions en croissance en Europe et en Asie, la marine et l'armée ont commencé à financer des projets secrets pour transformer la théorie en équipement fonctionnel. Dans des laboratoires tels que le laboratoire de recherche navale de Washington, les ingénieurs ont testé des systèmes rudimentaires qui peuvent détecter des kilomètres d'avion. Les appareils étaient grands, instables et imprévisibles, mais chaque avance a provoqué des implications profondes. Peu à peu, une nouvelle forme de vision est née, qui ne dépendait pas de l'acuité humaine, des projecteurs ou des rapports de scouts incertains. Le terme radar, l'abréviation pour la détection et la variété de radio, est apparu à mesure que la technologie a mûri. Son principe était simple mais révolutionnaire, un émetteur a émis une impulsion de puissance radio qui, lors de la recherche d'un obstacle, un navire, un avion ou même une tempête réfléchit à la source. Les récepteurs sensibles ont ensuite calculé le temps de retour et l'intensité du signal, révélant la présence et la distance des cibles précédemment invisibles. Cet écho, démêlant la présence et la distance de la cible avec précision qui a remis en question la limite. Est-ce humain? Ce qui avait autrefois caché dans le vide du ciel ou dans l'ombre de la mer a maintenant laissé une signature électronique aussi claire qu'une lumière coupant l'obscurité. La marine, en particulier, y a connu un potentiel transformateur. Les stratèges américains, conscients des distances abyssales du Pacifique, savaient que les méthodes de vigilance traditionnelles, les yeux fatigués, les jumelles aveugles, les sentinelles aveugles sous nuit, ne pourraient jamais couvrir ce vaste théâtre d'opérations. Le radar a promis quelque chose de radical, un gardien infatigable, capable de voir dans l'obscurité, la pluie et la fumée. Dans une région où l'ennemi pouvait survenir à des milliers de kilomètres, sans avertissement, c'était un avantage qui bordait le surnaturel. En 1939, les premiers prototypes ont déjà été installés sur des navires sélectionnés de la flotte américaine. Des antennes lourdes et maladroites qui ont nécessité des ajustements constants, mais ont offert un aperçu d'un avenir où les escouades pourraient naviguer guidées par une vision au-delà de l'horizon. Pendant ce temps, les stations côtières ont commencé à étendre un réseau de surveillance invisible à travers les frontières américaines, d'autant plus que la guerre en Europe s'est intensifiée. La technologie était si secrète que son vrai nom était rarement prononcé, il a été discuté dans des codes, entre les murs blindés, où les acouphènes des circuits se sont mêlés aux murmures d'officiers qui pouvaient à peine croire en ce qu'ils étaient témoins. Pour la plupart des marins et des soldats, le radar n'existait même pas. C'était un secret gardé sous cette clé, une arme que peu pouvaient gérer et encore moins. Mais pour ceux qui avaient accès à ces pièces sombres, pleines d'écrans légers et de boutons rotatifs, c'était clair, la guerre ne serait plus jamais la même. Les batailles navales, précédemment décidées par le hasard de voir une ou la brillance d'un drapeau, pourraient désormais être orchestrées sur la base d'échos capturés des centaines de kilomètres. Les commandants rêvaient de la possibilité d'anticiper les mouvements ennemis, de suivre les escouades avant d'être repérés, guidant les combattants pour intercepter des cibles qui n'étaient même pas entrées dans le domaine de la vision humaine. L'idée était aussi puissante que dangereuse, et son véritable test n'était pas encore à venir. Ce n'était pas seulement la marine qui a poursuivi cette révolution. Le corps terrestre de l'armée a également vu la clé du radar pour un système d'alerte précoce contre les bombardiers ennemis. Des tours avec des antennes tournantes ont commencé à émerger à des points stratégiques, balayant le ciel avec des poutres invisibles à la recherche de menaces lointaines. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche, améliorant les circuits, filtrant les interférences,
étendant la portée d'un système qui a encore rampé entre les échecs mécaniques et le scepticisme institutionnel. Pour chaque avancée, il y a eu un revers, de fausses lectures, des équipements qui ont brûlé, des officiers qui doutaient que Magic Box puisse fonctionner sous le feu royal de la guerre. Malgré cela, les progrès étaient implacables, motivés par une certitude inébranlable, l'avenir des conflits appartenait à ceux qui ont dominé l'art de voir l'invisible. Peu à l'extérieur de ce cercle restreint ont dimensionné ce qui était forgé dans les laboratoires et les bases secrètes. Les politiciens ont parlé d'innovation technologique avec des termes vacants, tandis que les détails sont restés enveloppés dans la brume. Les civils pouvaient remarquer les étranges tours émergeant près de leur dos, mais leur véritable objectif était une énigme. Pour le public, les États-Unis étaient toujours une nation non préparée, traînant pour sortir de la Grande Dépression. Mais dans les coulisses, le radar n'était rien de moins qu'un miracle en construction, un outil qui pourrait dicter le sort des flottes entières et sauver les villes de la destruction. Le paradoxe est que le futur ennemi de l'Amérique n'était pas aveugle à la science. Le Japon avait ses propres physiciens, certains attentifs à la recherche internationale sur la détection de radio. Cependant, la hiérarchie militaire japonaise hésita. Retieux a détourné les ressources de la priorité immédiate telle que l'expansion de son avion et de la flotte de porte-avions, il a sous-estimé la vitesse à laquelle les Américains transformeraient une curiosité de laboratoire en une arme de guerre. Dans ce mauvais calcul, j'ai résidé le germe d'une catastrophe stratégique. Alors que les planificateurs japonais ont réglé les derniers détails d'un coup dévastateur contre Pearl Harbor, les États-Unis avaient déjà des stations radars à Hawaï et des équipements expérimentaux à bord des navires. La technologie était encore fragile, incomplète, mais elle était réelle. L'Amérique commençait à forger un nouveau sens, une extension invisible de la vision qui laisserait bientôt les pilotes japonais étonnés en constatant que le Pacifique n'appartenait plus aux yeux nus. Le matin du 7 décembre 1941, les îles hawaïennes sont suscitées sous un soleil levant. Pour la plupart des Américains de Pearl Harbor, ce n'était qu'un autre dimanche de routine, de fonctions bureaucratiques et d'éveil lent. Mais dans un petit poteau, presque ignoré, dans l'extrême nord d'Oahu, deux jeunes soldats de l'armée ont regardé un écran lumineux, intrigués par les signes qui ont pulsé devant eux. Là, à l'intérieur de cette modeste cabine, l'un des premiers radars d'alerte a fonctionné, un outil toujours sous test, mais capable de détecter des avions à des distances impensables. Ce qu'ils ont vu ce matin-là se transformerait en l'un des les plus pénibles imbéciles dans l'histoire. Le privé avait lié l'équipement à l'aube lorsque soudain l'écran était rempli d'échos, une formation massive d'avions approchant le nord. Des dizaines de points brillants et indubitables s'étendaient à travers l'écran. Surpris, ils ont contacté le centre de commandement pour signaler l'anomalie. La réponse qu'ils ont reçue était d'une indifférence fatale. Un officier supérieur, ignorant le véritable pouvoir de ces signes et a convaincu qu'il s'agissait d'une escouade de bombardiers américains de Californie, comme cela a été prévu, leur a ordonné d'ignorer l'avertissement. Ce n'est rien, a-t-il dit. Et donc, la chance de changer le cours de l'histoire a glissé entre les doigts. Quelques heures plus tard, le ciel au-dessus de Pearl Harbor était rempli de rugissements des moteurs japonais. Les navires de guerre sont devenus des flammes, les aérodromes ont explosé en flammes et les États-Unis ont été jetés dans la guerre mondiale. L'ironie était nette, l'Amérique a vu l'attaque s'approcher. Le radar, dans son enfance, avait capturé l'écho de la flotte ennemie avant la chute des premières bombes. Mais la technologie était si jeune, et les hommes qu'ils opéraient si peu se sont préparés à son ampleur que l'avertissement a été perdu dans le vide de la bureaucratie et de l'incrédulité. Les Japonais, à leur tour, ne soupçonnaient même pas qu'ils avaient brossé le bord d'un bouclier invisible qui ne ferait que devenir plus net. Cet épisode a révélé, dans toute sa croix, à la fois la promesse et les limites du radar dans ses premiers pas. Les machines pouvaient voir l'invisible, mais il ne servait à rien que ceux qui avaient le pouvoir de décider ne faisaient pas confiance à ce qu'ils ne pouvaient pas voir de leurs propres yeux. En décembre 1941, le radar était toujours traité comme une excentricité, un accessoire expérimental, et non comme l'instrument décisif qui deviendrait. Les officiers formés dans les doctrines de reconnaissance traditionnelles ne pouvaient pas assimiler qu'une ligne tremblante sur un écran pourrait faire la différence entre la victoire et l'annihilation. Pour les Japonais, le succès de l'attaque a seulement confirmé sa conviction que la surprise était toujours possible, que la vitesse et l'audace étaient suffisantes pour assurer la supériorité. Ils ne se sont pas rendus compte, ou ne voulaient pas réaliser, que les Américains avaient été sur un seul commandement pour frustrer leur plan. Lorsque la nouvelle de la victoire à Pearl Harbor est arrivée à Tokyo, l'euphorie a repris le siège social. L'amiral et les généraux ont félicité l'exécution impeccable, tandis que les pilotes sont revenus en tant que héros, se vantent d'avoir Américains entièrement non préparés.
La doctrine japonaise, vitesse, précision, confidentialité, semblait invincible. Mais sous ce triomphe, il a lancé une vérité cachée, les États-Unis avaient déjà les outils pour détecter leur flotte avant d'atteindre la cible. Et ces outils ne seraient plus précis que la guerre avançait. L'incident radar à Pearl Harbor est devenu une leçon amère des deux côtés. Pour les Américains, il était clair que la technologie seule ne garantit rien. Il fallait former des esprits à l'interpréter, des systèmes pour l'intégrer, et de faire croire à tous ce qu'elle a révélé. Pour les Japonais, c'était le premier signe que la guerre qu'ils imaginaient à combattre était déjà réécrite par une innovation qu'ils avaient sous-estimée. Et cette sous-estimation, comme ils le découvriraient, coûterait cher. La technologie seule ne suffisait pas. Les protocoles, la formation et la conviction devaient suivre leur rythme. Une machine pourrait offrir un avertissement précoce, mais si les commandants hésitaient, l'avantage a été dissipé dans les airs. Pour les Japonais, l'ignorance de la présence de radars n'a fait qu'alimenter leur confiance en soi. Ils se sont convaincus que les Américains avaient été complètement aveuglés, ne soupçonnant jamais qu'une nouvelle forme de vision a presque brisé leur attaque parfaite. Au cours des semaines suivantes, les responsables américains ont disséqué chaque détail de l'attaque et du signal radar ignoré. La colère, le repentir et la détermination se sont propagés comme le feu dans les rangs. L'échec ne serait pas oublié. Peu à peu, le radar n'est plus une curiosité pour devenir une nécessité. Les stations ont été modernisées, les opérateurs se sont soumis à une formation plus rigoureuse et les commandants ont commencé à comprendre que les échos brillants sur un écran pouvaient être plus fiables que l'œil le plus vif au sommet d'un mât. Pendant ce temps, le Japon a avancé avec une force dévastatrice. Les réalisations aux Philippines, en Malaisie et aux Indes orientales néerlandaises ont réussi à un rythme vertigineux, mais les graines de changement avaient déjà été plantées. Le radar avait été présent dans Pearl Harbor, ignoré, mais révélant son potentiel. La journée arriverait lorsque les pilotes japonais rencontraient des tempêtes de feu des défenseurs qui savaient inexplicablement exactement où ils étaient, bien avant que les yeux humains ne puissent les voir. Ce matin-là, Oahu avait été le premier aperçu d'une nouvelle ère de la guerre, où la surprise n'appartenait plus uniquement aux audaces, mais à ceux qui ont dominé l'invisible. Les mois qui ont suivi Pearl Harbor ont conduit l'Empire japonais à l'apex de son expansion territoriale. Des victoires rapides en Asie du Sud-Est et le Pacifique semblaient confirmer leur croyance en la suprématie de la vitesse et de l'élément surprise. Mais au fur et à mesure que la guerre se déroulait, l'équilibre a commencé à s'inverser, souvent d'une manière qui laissait perplexes les pilotes et commandants japonais. Dans des batailles comme Midway, plus tard, Guadalcanal, ils sont tombés sur quelque chose qui a contesté toutes les attentes, les défenseurs américains qui semblaient toujours préparés, comme guidés par une main cachée. Cette main était le radar, mûrissant silencieusement jusqu'à ce qu'elle devienne une arme décisive. En juin 1942, à Midway, la flotte japonaise a navigué avec confiance, certain qu'elle annulerait un coup écrasant qui éliminerait la puissance navale américaine restante. Son plan, comme toujours, dépendait de la surprise. Mais les puzzles et opérateurs radars ont travaillé en synchronisation, nourrissant les commandants américains avec des informations qui neutralisaient les tactiques japonaises. Les stations radars à mi-chemin ont détecté les ondes d'attaque à l'avance, donnant aux défenseurs de précieuses minutes pour jeter des combattants et préparer des batteries anti-aériennes. Les pilotes japonais, convaincus qu'ils s'étaient approchés inaperçus sous la couverture des nuages et de la distance, ont été terrifiés pour trouver une résistance organisée. La bataille est devenue un désastre pour le Japon. Avec 4 porte-avions coulés. Bien que la rupture des codes ait été cruciale, le radar, en alertant les défenseurs avant que les grévistes ne puissent agir, était un présage de ce qui allait arriver. Plus tard, à Guadalcanal, le rôle du radar est devenu encore plus évident. La campagne sur les îles Salomon était un duel brutal de l'usure, enfermé sur les glissements de terrain de la jungle, les mers révoltées et sous la couverture nocturne. Les équipes japonaises ont lancé des attaques répétées contre Henderson Field, attendant que les avions américains au sol. Au lieu de cela, les unités radars sur l'île les ont détectées à l'avance. Les défenseurs américains ont décollé à temps pour intercepter le front de l'assaut. Pour les pilotes japonais, c'était quelque chose de surnaturel, comment l'ennemi était-il toujours prêt? Ces approches nocturnes, méticuleusement calculées pour explorer l'obscurité, ont été frustrées après l'autre. Mais c'est dans les affrontements navals que le tour est devenu plus dramatique. Traditionnellement, les batailles nocturnes favorisaient les Japonais. Leurs équipages ont été formés pour des opérations nocturnes, et leurs navires portaient des torpilles mortelles conçues pour des attaques surprises sous le manteau de l'obscurité. Dans les affrontements précédents, cela leur avait donné un avantage décisif. Cependant,
alors que les navires américains ont commencé à monter à bord du radar, les règles du jeu ont changé. Les destroyers américains et les croiseurs pouvaient désormais suivre les navires japonais bien avant le contact visuel. Au milieu du chaos des combats de nuit, un incendie d'artillerie guidé par le radar a atteint des cibles que les officiers japonais n'avaient même pas repérées. Soudain, la protection de la nuit n'est plus garantie. L'impact psychologique était dévastateur. Les pilotes qui avaient été formés pour explorer l'ambiance et l'obscurité étaient maintenant confrontés à un ennemi qui semblait les traverser. Les rapports sont arrivés de la ligne de front, les combattants américains interceptant les raids à travers des couches denses de nuages, des batteries anti-aériennes tirant avec une précision presque surnaturelle, des navires de surface manœuvrant avec précision dans l'obscurité absolue. Pour beaucoup dans les rangs japonais, c'était comme si les Américains avaient des significations surhumaines. Peu de mécanismes de radar comprenaient et des rumeurs se propagent, l'ennemi aurait développé de nouvelles méthodes de détection étranges, peut-être en utilisant des dispositifs d'écoute invisibles ou mystérieux. Du côté américain, la dépendance croissante du radar était accompagnée de nouvelles tactiques. Les commandants ont appris à intégrer les écrans radars dans leurs plans de bataille. Les directeurs de chasse sur les navires et les îles ont commencé à vecteur des escouades avec précision, les guidant vers des menaces invisibles à l'œil nu. Les pilotes ont rapidement fait confiance aux voix des incarnés qui les ont conduits à des ennemis cachés au-delà des nuages ou à l'horizon. Le radar, une fois vu avec scepticisme, était devenu le cœur pulsant des défenses américaines. La réponse japonaise était un mélange de confusion et d'incrédulité. Il dépendait toujours principalement des gardiens humains, des pilotes de vision Sharp et de l'élément surprise. Mais leurs surprises ont échoué de plus en plus. Les bombardiers ont été détruits avant d'atteindre les cibles, et les attaques nocturnes se sont transformées en massacres alors que les forces américaines équipées de radars les ont interceptés à plusieurs reprises. Ce qui était autrefois son plus grand avantage, furtif, friable face à une technologie qu'ils ne comprenaient pas entièrement ou n'avaient pas de force comparable. À la fin de 1942, le haut commandement japonais ne pouvait plus ignorer les preuves. Des rapports se sont accumulés, décrivant des réunions dans lesquelles l'ennemi avait clairement détecté ses forces sans contact visuel. Cependant, la véritable extension du réseau radar américain est restée cachée. Pour les aviateurs japonais, c'était un puzzle. Pour les officiers, une crise de formation. Le champ de bataille du Pacifique était reconfiguré et sa doctrine par surprise est devenue obsolète. Les yeux invisibles du radar modifiaient la géométrie du guerre, transformaient l'obscurité et les nuages, une fois les alliés du Japon, dans des environnements où les Américains avaient l'avantage. La transformation de la guerre navale en Pacifique a atteint son expression la plus dramatique dans les batailles nocturnes. Pendant des siècles, l'obscurité avait été l'allié de ceux qui cherchaient à cacher leurs mouvements. La marine impériale japonaise, plus que toute autre, avait dominé l'art de se battre sous la couverture nocturne. Sa doctrine a souligné les attaques surprises contre les torpilles sombres, et leurs marins ont été strictement formés à la navigation et à l'artillerie nocturne. Dans les premiers mois de la guerre, cela leur a donné une supériorité presque absolue. Mais maintenant, le jeu avait changé. Protégé par un réseau invisible qui a transformé le chaos de la guerre en une chorégraphie calculée. Où avant les Japonais faisaient confiance à la surprise et à l'instinct, les Américains opéraient maintenant avec une précision presque chirurgicale, comme si l'océan lui-même avait été cartographié en temps réel. Chaque vague, chaque courant, chaque ombre qui, une fois abritée, a été maintenant éclairée par les impulsions électroniques qui coupent l'obscurité. Les îles du Pacifique, une fois des refuges stratégiques où l'empire du soleil levant pouvait se réorganiser, est devenu des pièges. Le radar s'est lancé dans des navires d'assaut a suivi les mouvements des défenses côtières japonaises, tandis que des avions équipés de systèmes de navigation avancés ont guidé le bombardement avec des marges d'erreur ridicules. À Tarawa, où les Japonais pensaient que les récifs et l'artillerie cachée dans les palmiers les protégeraient, les Américains ont atterri sous la protection d'un rideau de feu coordonné par des opérateurs qui, des dizaines de kilomètres loin, ont ajusté chaque sauvegarde comme s'ils regardaient à travers une lentille divine. Les défenseurs, habitués à lutter contre ce qu'ils pouvaient voir, ont été décimés par un ennemi qui semblait anticiper chacun de ses mouvements avant leur exécution. Mais c'était dans les vastidons bleus, où l'horizon a fusionné avec le ciel, que le radar a révélé sa puissance plus dévastatrice. Les sous-marins japonais, autrefois des fantômes des mers, ont constaté que leur camouflage naturel, l'immensité de l'océan, s'était retourné contre eux. Les patrouilles aériennes équipées d'un radar de recherche ont balayé les eaux comme des phares invisibles, détectant la plus petite traînée de métal ou d'huile à la surface. Un périscope émergeant pendant quelques secondes, un sous-marin recharge des batteries la nuit, tout était suffisant pour attirer la fureur des combattants anti-submarines,
qui ont plongé du ciel avec des charges guidées en profondeur par des coordonnées précises. Les rapports japonais ont parlé de démons qui ont vu dans l'eau, tandis que les équipages, autrefois confiants dans leur capacité à disparaître dans les profondeurs, ont maintenant entendu le bourdonnement de moteurs ennemis s'approchant même avant de savoir qu'ils avaient été localisés. Dans les airs, la supériorité radar a transformé la guerre aérienne en un jeu d'échecs à 3 dimensions. Les Japonais, qui dépendaient de la formation visuelle et de la communication radio vulnérable aux interceptions, ont été constamment surpris par des combattants américains qui ont émergé de rien, guidés par des contrôleurs terrestres ou des navires qui les dirigeaient comme des piétons dans une planche. Les pilotes japonais, formés pour lutter contre les combats de chiens à la lumière de la journée, ont été pris en embuscade par des oiseaux noirs PE-61 qui chassaient avec une précision surnaturelle, leurs radars qui peignent des cibles dans l'obscurité comme si c'était un jour léger. Les pertes se sont accumulées et avec elles de la morale. Chaque nuit, la mission est devenue une roulette russe, où la chance ne favorisait plus les audits, mais ceux qui ont dominé la technologie. À Tokyo, les commandes seniors ont tenté de comprendre la taille de la défaite qui a augmenté. Les rapports n'ont pas réussi à saisir l'essence du problème, ce n'était pas seulement une question d'équipement, mais un changement fondamental dans la nature de la guerre. Les Américains n'innovaient pas seulement, ils réécrivaient les règles. Alors que le Japon a eu du mal à utilisant des systèmes radars avec des ressources limitées et des ingénieurs surmenés, les États-Unis intégraient déjà la technologie dans tous les aspects de leurs machines de guerre. Des porte-avions légers, équipés de radars de recherche aérienne, accompagnaient les flottes comme des sentinelles flottantes, étendant la portée des yeux américains de plusieurs centaines de kilomètres. Les convois naviguaient sous un parapluie électronique qui neutralisait les torpilles et les bombardiers avant qu'ils ne puissent s'approcher. Même les marines, à leur tête de pont, ont été avertis à l'avance des raids aériens, ce qui leur a permis de se retrancher ou de se disperser avant que les bombes ne tombent. L'impact psychologique a été aussi profond que stratégique. Pour les Japonais, la guerre nocturne où autrefois leur sanctuaire était devenu un cauchemar aux proportions mythologiques. Ils ne luttaient plus contre les hommes, mais contre une entité omnisciente qui les surveillait de toutes parts, jour et nuit. Les Américains, à leur tour, avaient intériorisé une nouvelle vérité, l'obscurité n'était plus un obstacle, mais un allié. Chaque bataille nocturne renforçait cette conviction, chaque victoire consolidait l'avantage. Lorsque les lumières s'éteignirent, ce n'était plus le Japon qui chassait dans l'ombre. C'était l'Amérique. C'est ainsi que le Pacifique, qui pendant des siècles avait été un labyrinthe de mystères et de dangers cachés, a été débloqué grâce à la science et à l'ingéniosité. Le radar n'était pas seulement un outil, c'était la matérialisation d'une volonté incassable. Les Japonais maîtrisaient peut-être l'art de la guerre nocturne, mais les Américains maîtrisaient la nuit elle-même. Et une fois cette domination perdue, le chemin vers la défaite est devenu aussi inévitable que le lever du soleil. Protégés par un réseau de radars qui mêlait flotte, escadrons et bases côtières en un seul système nerveux de guerre. Pour les aviateurs japonais, l'expérience était désorientante, presque surnaturelle. Les pilotes qui surgissaient autrefois de l'obscurité tels des fantômes se retrouvaient désormais interceptés à des centaines de kilomètres de leur cible, comme si l'océan lui-même les trahissait. Les convois naviguant sous le couvert de la nuit se heurtaient à des nuées de chasseurs américains, surgissant de nulle part, comme si l'air s'était solidifié en ailes et en canons. Les rapports se multiplient, les formations japonaises sont détectées et anéanties avant même que leurs équipages n'aperçoivent l'ennemi. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la science transformée en un avantage absolu. Et cet avantage a réécrit l'art de la guerre. Les amiraux qui calculaient autrefois chaque mouvement avec la crainte d'une embuscade traçaient désormais des itinéraires audacieux, pénétrant profondément en territoire ennemi avec la certitude qu'aucun mouvement n'échapperait aux yeux électroniques. Les navires américains avançaient dans les eaux contestées non pas avec prudence mais avec une confiance presque arrogante, tandis que les flottes japonaises reculaient, effrayées par la paranoïa d'un ennemi qui voyait à travers l'obscurité. Le Pacifique, qui a si longtemps appartenu au Japon, obéit désormais à un nouveau maître. Mais l'impact le plus profond ne réside pas dans les cartes ou les stratégies, mais dans l'esprit des hommes. Pour les Américains, le radar n'était pas qu'une simple machine, c'était un allié silencieux, une présence constante dont les pulsations rythmiques apaisaient la peur dans les heures les plus sombres. Les marins qui se sentaient autrefois aveugles sous la nouvelle lune faisaient désormais confiance aux voix des opérateurs, qui les guidaient comme des phares à travers le brouillard. Cette confiance a forgé le moral et alimenté la conviction que la technologie elle-même combattait à leur côté. Pour les Japonais, l'effet a été inverse, l'érosion de la foi. Chaque mission avortée, chaque attaque ratée avant même d'avoir commencé, érode la certitude que les compétences ou le courage comptent encore.
Ils affrontèrent un ennemi qui dominait non seulement le ciel et la mer, mais aussi l'invisible, l'espace entre les vagues, la brume entre les nuages, la nuit qui ne cachait plus personne. À Tokyo, les services de renseignement japonais ont vainement tenté de comprendre ce qu'ils avaient manqué exactement. Rapport Captu. Des radeaux de pilotes américains abattus ou d'interceptions radio ont révélé des fragments d'un système aussi vaste qu'il abordait l'impossible. Ils ont essayé de le reproduire, mais leurs ingénieurs sont tombés sur des frontières intouchables, manque de ressources, manque de temps, manque de machines industrielles que les États-Unis ont mobilisées comme une force de la nature. Quand ils ont finalement compris la taille du réseau radar américain, il était tard. L'abîme technologique était devenu insurmontable. Le radar n'était pas seulement un outil, c'était la possession des espaces cachés de la guerre. Les profondeurs où les sous-marins traquaient, le ciel avalé par des tempêtes, les horizons qui camouflaient autrefois des flottes entières. Les Japonais pouvaient encore combattre courageux, mais la bravoure ne surmonte pas un adversaire qui voit leurs ombres avant de bouger. Le Pacifique avait cessé d'être un vide de l'incertitude. Sous l'apparence du radar, il était devenu un plateau illuminé, où chaque pièce était suivie, chaque mouvement, prévu. Jusqu'au milieu de 1943, les commandants japonais ne pouvaient plus nier l'évidence, les Américains avaient forgé une arme qui a redéfini la guerre. De tous les fronts, les mêmes rapports sont arrivés, à l'époque interceptés dans l'obscurité totale, des bombardiers défaits avant de libérer leurs charges, des navires de surface pendant la nuit par des ennemis qui semblaient deviner leurs pas. La vérité, cruelle et sans ambiguïté, s'est imposée, le radar existait, était implacable et décimait sa force. Mais reconnaître le problème n'était pas de le résoudre. Le Japon a tenté de courir après les dégâts, mais a trébuché sur sa propre désorganisation. Non pas que leurs scientifiques ignoraient, à partir des années 1930, les laboratoires japonais ont connu une détection radio et en 1941, ils avaient déjà des prototypes rudimentaires capables de capturer des avions. L'erreur n'était pas dans la science, mais dans la vision. Alors que les Américains et les Britanniques parient tout dans la révolution électronique, le Japon a insisté pour hiérarchiser les porte-avions, les combattants et les sous-marins, reléguant le radar à un coin sombre des budgets militaires. Lorsque la guerre a éclaté, il était tard pour improviser. Les efforts qui sont venus plus tard ont été désordonnés, désespérés. Les laboratoires ont travaillé contre le temps pour améliorer les appareils, et certains ensembles ont été installés à la hâte sur des navires ou des poteaux côtiers. Mais la technologie était fragile, inexacte, échouée. Les radars japonais n'avaient aucune portée ni la netteté des Américains, et leurs pannes constantes ont exaspéré les opérateurs. Pire, il y avait des mains entraînées pour les interpréter. Le radar exigeait des experts, des hommes qui peuvent déchiffrer les échos et guider les escouades, mais le Japon n'avait pas de temps ou de ressources pour les former. Beaucoup ont été joués au combat avec des semaines d'entraînement, faisant des erreurs mortelles, des alertes pelues, ignorées, des opportunités manquées. Et même lorsque les radars fonctionnaient, les commandants doutaient. Habitués à s'appuyer sur les yeux humains et l'instinct de pilotes vétérans, de nombreux avertissements de machines ignorés, comme si la technologie était une astuce, une illusion. Dans certains cas, les alertes ont été rejetées, dans ironiquement, les mêmes idées fausses que les Américains ont commis à Pearl Harbor. La différence ? Les États-Unis ont appris la leçon. Japon, non. Alors que la marine américaine a intégré le radar dans son ADN opérationnel, le transformant au cœur de sa défense, les Japonais sont restés divisés, piégés avec hésitation dans un passé qui n'existait plus. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, la machine américaine a continué à évoluer. Les radars sont devenus plus petits, plus puissants, plus précis. Ils sont apparus dans des destroyers, des sous-marins, même dans des combattants individuels, étendant leur réseau dans chaque coin du théâtre des opérations. La distance entre les deux nations n'est plus moyenne en miles, mais dans des décennies. Les ingénieurs japonais ont essayé de suivre le rythme, mais se sont heurtés à des murs insurmontables, le manque de tuyaux à vide de haute qualité, la rareté des métaux stratégiques, les usines réduites à des décombres par des attentats alliés. Quand ils ont finalement mis leurs mains dans des spécimens capturés à partir de radars américains, des avions recouragés ou des navires épaves, la réalité les a frappés comme un coup de poing. Les composants provenaient d'une autre époque, plus avancée, plus robuste, le résultat d'un investissement que le Japon ne pourrait jamais égaler. Pour les pilotes japonais, la frustration était une blessure ouverte. Ils étaient convaincus que la nuit les protégerait, mais pour être reçus par des combattants guidés avec une précision chirurgicale. Ils ont essayé des attaques surprises et ont été pris en embuscade avant de voir la cible. Pour une culture qui avait érigé son prestige sur l'art du coup d'État inattendu,
c'était une humiliation insupportable. Ils ont commencé à murmurer avec un ennemi qui a vu dans l'obscurité, comme s'il luttait contre les démons. L'aura de l'invincibilité japonaise, cultivée par des décennies, s'est effondrée devant un adversaire qui n'avait pas besoin de chance, des sciences. À Tokyo, le haut commandement a été déchiré dans des débats stériles. Certains ont pleuré pour un programme d'urgence, une mobilisation totale pour développer et diffuser des radars. D'autres ont insisté pour concentrer des ressources rares sur les avions et les fortifications, comme si la guerre était encore gagnée avec du métal et du courage. Le compromis qui a émergé était un échec annoncé, le radar avancerait, mais à un rythme que l'histoire avait déjà dépassé. Au moment où les premiers réseaux japonais ont été mis en œuvre sur les îles principales, la marée américaine avait déjà balayé le Pacifique, fermant le siège. La défaite n'était plus une possibilité, c'était une question de temps. Et donc, pour chaque ensemble de radars que le Japon pourrait produire, les États-Unis ont déplié 10. Pour chaque opérateur formé à la hâte, les Américains ont formé une centaine. Pour chaque innovation japonaise, les laboratoires américains ont répondu avec 2. La course a été perdue avant même qu'elle ne commence. Le radar n'était pas seulement un avantage, c'était un verdict. Et quand la dernière lumière s'est effondrée sur l'empire du soleil levant, ce serait la science, pas l'épée, qui aurait écrit son épitaphe. Lorsque les Japonais ont pu déployer un système, les Américains se sont déroulés des centaines, non pas par hasard, mais par une machine de guerre alimentée par des normes industrielles, des procédures millimétriques calculées et un réseau de logistique qui s'étendait comme une toile sur le Pacifique. Le différend technologique n'était pas un affrontement, c'était une exécution. Le Japon pourrait résister, pourrait combattre la bravoure que le monde connaissait déjà, mais chacun de l'assaut se heurtait au même mur invisible, un ennemi qui a vu dans l'obscurité, qui anticipe l'attaque avant même que l'ombre des avions japonais ne gratte l'horizon. Ce n'était pas seulement une question de retard technique, c'était l'effondrement d'un dogme. Une nation qui avait tout parié sur l'esprit humain, la surprise tactique et la vitesse du coup d'État trouveraient trop tard, que la guerre ne décidait plus de couper une épée ou de plonger d'un bombardier, mais dans les poignées électriques qui coupent l'air avant que tout œil humain ne puisse les remarquer. Le radar n'était plus une arme. C'était une révolution qui s'était déjà produite sans eux. Lorsque la guerre est entrée dans ces dernières années, qui avait auparavant été une expérience confidentielle, testée sur les laboratoires et les navires scolaires, était devenu le système nerveux d'une force implacable. Aviao Carrier a lancé des escouades guidées par des contrôleurs qui, assis sur des écrans légers, orchestraient la mort avec la précision d'un chef d'orchestre. Les destroyers font bouger les mers avec des antennes qui tournent sans repos, balayant l'horizon à la recherche du plus petit écho. Les formations de bombardement ont traversé les océans entiers sous la protection de poutres invisibles, naviguant à travers des tempêtes qui auraient autrefois été son bouclier. Pour le Japon, cela signifiait une vérité cruelle, quelle que soit la calme de l'approche, à quel point le timing calculé, les Américains attendaient toujours. La bataille de la mer des Philippines, en juin 1944, a été le moment où l'abîme. Il s'est révélé dans toute sa brutalité. Les Japonais ont rassemblé ce qui restait de leur flotte d'avions dans un dernier effort pour arrêter les progrès ennemis. Des centaines d'avions ont décollé, mais ont été interceptés bien avant de voir leur cible. Les stations radars à bord des navires américains se sont propagées sous forme de sentinelles électroniques, ont détecté des formations japonaises à des distances absurdes, ordonnant aux combattants de l'abattage avec une efficacité qui borde le surnaturel. Ce qui a suivi n'était pas une bataille, c'était un massacre. Un massacre si inégal que l'histoire le baptiserait du grand massacre des dindes des Mariannes. Les pilotes japonais, dont beaucoup mal formés à cette phase de la guerre, ont été récoltés dans des vagues successives, comme le blé sous la faux. Les rares qui ont survécu décriraient l'horreur des essaims de combattants américains qui sont sortis de nulle part, comme s'il était invoqué par une force cachée. Ce n'était pas magique. C'était des mathématiques. C'était le radar, calculant les trajectoires avec un rhume qui ne laissait aucune place à l'héroïsme. Et lorsque les Américains ont avancé vers les îles centrales du Japon, la domination radar est devenue encore plus écrasante. Les bombardiers sont descendus sur des villes entières, jour et nuit, des couches de nuages perçantes qui, à un autre âge, auraient été leur salut. La navigation et les bombardements guidés par le radar ont transformé le climat allié en complice. Des attaques qui auraient autrefois été interrompues par les tempêtes ont maintenant atteint leur cible avec une précision chirurgicale. Les défenseurs japonais, affamés de carburant et d'avions, ont décollé dans des missions désespérées, pour être localisés, interceptés et détruites avant même de voir l'ennemi. Lorsque, par miracle, ils pourraient se rapprocher, les combattants américains,
également guidés par ses yeux électroniques, les ont abattus avec une efficacité qui a bordé le dédain. Mais c'est à Okinawa en 1945 que le radar a révélé sa puissance la plus dévastatrice. Face à l'invasion imminente, le Japon a jeté des vagues de kamikazes, son arme finale, son cri de désespoir. Ses pilotes avaient l'élément surprise, des plongées soudaines de nuages, des attaques rasantes au-delà de l'horizon. Mais la flotte américaine ne dépendait plus des yeux humains. Les navires de piquetage, les destroyers positionnés comme flottants avancés, ont balayé le ciel avec leur radar en rotation constante. Des alertes ont tiré à travers le filet, opposant un veto aux combattants pour intercepter les kamikazes avant de frapper leurs cibles, ajustant les batteries anti-aériennes pour les restreintes. Les pertes ont été lourdes, la détermination des pilotes japonais a toujours choisi leur prix, mais sans le radar, ils auraient été catastrophiques. Pour les kamikazes, c'était l'humiliation ultime, même la volonté de mourir ne pouvait pas percer ce mur de lumière clignotante et de calcul froid. À Tokyo, les officiers qui ont survécu à la guerre se confesseraient, des années plus tard, leur étonnement. Ils ont parlé du radar comme un ennemi fantomatique, une présence qui avait brisé leur morale avant même la chute des bombes. Un amiral a admis, d'un ton sombre, que la supériorité industrielle américaine n'était pas le coup le plus difficile, c'était le radar, qui avait rendu toute une doctrine de la guerre obsolète. La surprise, pilier de la pensée militaire japonaise, avait été déchirée de ses mains par une machine qu'il a vue dans l'obscurité. D'autres, dans des réflexions amères, ont blâmé l'arrogance d'un système qui a apprécié l'esprit sur la science, la tradition de l'innovation. Le radar n'était pas seulement une défaite technique, c'était le symbole d'un monde qui avait suivi en avant sans eux. Et son héritage dépasserait les champs de bataille. Pour le Japon d'après-guerre, l'étude de ces impulsions électroniques deviendrait une obsession, la leçon amère que l'avenir appartenait à ceux qui ont dominé l'invisible. Pour les États-Unis, le radar n'était pas seulement la clé de la victoire dans le Pacifique, c'était le fondement d'une nouvelle ère, où l'information et la vigilance silencieuse composeraient les directions de la guerre froide. Les Japonais étaient entrés dans la guerre convaincus que la rage, la formation et l'audace suffiraient. Ils l'ont laissé en sachant que le sort des empires était maintenant décidé dans les laboratoires, dans les écrans qui brillaient dans des pièces sombres, dans les signes qui coupent les terres sans bruit. Le radar était l'arme qui a permis aux Américains de voir l'invisible. Et quand la dernière vague de kamikazes avait peur contre les navires, lorsque les dernières villes japonaises ont brûlé sous bombardements qui ne pouvaient même pas se cacher, il était clair, le Japon ne pouvait plus se battre dans l'ombre. Parce que la guerre appartenait maintenant à ceux qui ont illuminé l'obscurité.